Mais d'abord donc, la nuit à Bruxelles, vous l'avez suivi, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Cette nuit extraordinaire où la Hongrie a tenté de retenir l'histoire et l'histoire s'est faite quand même. Ah oui, cette nuit misérable pour la Hongrie, qui mérite mieux tout de même que Viktor Orban. Cela étant, la Hongrie, au passage, a empoché combien de milliards ? Je crois 10 milliards sur les 50 qu'elle demandait. C'était un marchandage immonde, en effet. Et cette scène de Orban sortant de la pièce avec les 10 milliards empochés pour permettre à la résolution de passer sans avoir même besoin de s'abstenir est incroyablement humiliante pour lui et pour la Hongrie. Qu'est-ce que cela dit de l'Europe, ce moment curieux où Scholz, apparemment, le chancelier Scholz, arrange l'affaire en disant que M. Orban sorte un moment et ça permet d'avoir une unanimité factice? Écoutez, ça a permis d'avoir l'unanimité, ça a permis de ce moment historique qui est la décision d'entamer le processus d'adhésion de l'Ukraine. Ça dit ça. C'est vrai que c'est compliqué l'Europe, cette règle de l'unanimité. Bon, mais enfin, ça a marché. Et pour les Ukrainiens, je peux vous dire qu'hier, c'était un jour de liesse nationale. Malgré le froid, malgré les obus, malgré les missiles sur Kiev et malgré la guerre. Vous connaissez bien Volodymyr Zelensky. Vous êtes de ceux qui se sont intéressés à lui bien avant la guerre. Vous l'aviez rencontré, interviewé, fait son portrait, etc. On l'entend ce soir dire, vous voyez, nous les Ukrainiens, on nous donne perdant, on y arrive toujours. Je crois qu'il a raison. Il dit deux choses. Il était aux États-Unis donc il y a 3 jours. Il a dit aux Américains 2 choses. D'abord, que vous nous aidiez ou non, on continuera. Et d'ailleurs, on a commencé sans vous. C'est ça que Zelensky a dit. C'est-à-dire, n'oubliez pas que lorsque la guerre a commencé, pendant plusieurs mois, le mois de mars, probablement le mois d'avril, le mois de mai, parce que l'aide a été très lente à arriver, ils se sont battus tout seuls, avec leur ingéniosité, avec leur intelligence technique, avec leurs artisans fabricateurs de drones. Donc ils sont capables aussi de mener cette guerre seuls. Le vrai problème, c'est que il faut qu'elle se termine vite. Et pour qu'elle se termine vite, il a besoin en effet de l'aide américaine et de l'aide européenne. Orban freine, il continue à freiner. Alors, il n'a pas freiné, il n'a pas pu freiner les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine. En revanche, l'aide en milliards, ça représente des milliards de manque pour l'Ukraine. Oui, je crois que ça représente une 50aine de milliards. Mais là aussi, vous savez, c'est pas un maître chanteur médiocre qui va refroidir l'enthousiasme des peuples. La première réaction à Orban, ça a été, dans plein de pays, à commencer par la Lituanie, une espèce d'élan national pour donner quand même des cartouches, des missiles, des canons. Donc vous verrez, je pense que les 50 milliards, si vraiment ils ne sont pas votés, attendez d'ailleurs janvier, eh bien les autres pays, les 26, trouveront des moyens de contourner ce qui sera peut-être le veto d'Orban. Vous connaissez Orban, je ne sais pas si on peut ranimer la photo, c'est vous qui nous l'avez donnée, il y a une photo où vous êtes avec Orban. Orban a été un libéral, il faut dire ce qu'il y a, il a été un courageux opposant au communisme. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est cette photo-là, ça date de quand ? Alors, ça c'est une photo qui est assez récente, qui date d'il y a 4 ans, 2019. Mais Orban, je l'ai connu bien avant ça. Je l'ai connu en 1990, 89-90. François Mitterrand m'avait missionné dans tous les pays de l'Europe captive libérée. La Pologne, ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est et la Hongrie. Et j'avais rencontré en effet à l'époque un jeune militant libéral européen fervent qui était un jeune Viktor Orban dont l'obsession à l'époque était de libérer la Hongrie des griffes du KGB. Et en effet, 30 ans plus tard, là, quand on se revoit, je faisais son portrait pour un magazine américain qui s'appelle l'Atlantique, et c'est la question que je lui ai posée. Comment vous, qui avez lutté contre le KGB, pouvez aujourd'hui faire retomber votre pays sous la botte du FSB ? Et enfin, le texte est disponible sur Internet.
il n'avait pas vraiment de réponse à la question. On va entendre son ministre des Affaires étrangères dans quelques instants, Peter Szijjártó. Lui dit, vous les Occidentaux, ne nous donnez pas de leçons, nous avons subi le communisme, maintenant nous suivons notre chemin souverain. Non, justement, il n'est pas souverain. C'est ce qui est terrible. Et je le dis d'ailleurs avec beaucoup de tristesse, parce que c'est vrai que un peu du cœur de l'Europe bat en Hongrie, cette Europe centrale. La Hongrie, la Pologne, c'est pas les marges de l'Europe, c'est son cœur, c'est l'ancienne Mittel Europa. Et la voir retomber sous le désiré même, le joug russe, joug économique, joug financier, moral, stratégique, ça brise le cœur. Donc tout ça, c'est de la phraséologie. La réalité, c'est que nous avons là un pays qui s'est libéré d'un impérialisme soviétique et qui est en train de retomber sous la coupe d'un impérialisme à peu près le même, russe, poutinien. Est-ce que le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé plus à l'est? On se rappelle la terrible formule de Rumsfeld, c'était la guerre d'Irak 2003, quand il nous traite, nous, de vieille Europe. Et il dit l'avenir s'écrit en Hongrie, mais aussi en Pologne, dans les pays baltes, cette Europe plus vitale, qui est prête à se battre d'ailleurs, peut-être dans les deux camps. Et on le voit, les Ukrainiens très combatifs, les Polonais très combatifs, et nous, les Européens de l'Ouest, un peu rassis. Rassis, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils nous donnent des leçons d'Europe. Les Ukrainiens nous donnent des leçons d'Europe. Les Ukrainiens aujourd'hui se battent, prennent le risque de mourir. Et quand ils meurent en héros, pourquoi? Pour l'Europe. Pour rejoindre l'Europe au nom des valeurs européennes, sous le drapeau ukrainien et le drapeau... Vous savez, je n'oublierai jamais le Maïdan qui a été le déclenchement de tout ça, la révolution de la dignité en 2014. Des jeunes gens mourraient en serrant entre leurs bras le drapeau étoilé de l'Europe. C'est ça l'Ukraine. Donc, l'Ukraine nous donne des leçons d'Europe. Voilà, ça c'est vrai. C'est-à-dire, en gros, c'est pas rassis. C'est qu'il y a des valeurs auxquelles on s'habitue, qui finissent par perdre de leur intensité et qui retrouvent leur lustre, leur éclat, lorsqu'elles sont brandies par des peuples qui se battent pour les conquérir. Où va le sens de l'Europe, Bernard-Henri Lévy, quand on voit un certain nombre d'élections récentes, Wilders aux Pays-Bas, mais aussi une vague nationaliste très importante dans beaucoup de pays d'Europe, et la Hongrie se situe là-dedans. On va entendre Szijjártó, extrait de l'interview qu'on entendra plus complètement tout à l'heure, le ministre donc des Affaires étrangères hongrois, qui dit « Marine Le Pen, très bien, on se sent proche ». Il ajoute bien d'ailleurs qu'ils ont de bons rapports avec l'actuel pouvoir en France, mais il y a une proximité, dit-il, sur beaucoup de sujets, presque tous, avec Marine Le Pen. Écoutez l'extrait. Est-ce que vous espérez, aux prochaines élections européennes, en juin, que la majorité du Parlement européen change? Oui, ce serait excellent, bien sûr. Est-ce que Madame Le Pen en France, pour vous, est-ce que vous la considérez comme une alliée dans ce sens? Écoutez, si vous considérez les parties prenantes des politiques locales ici en France, il est évident que si vous voyez ce que Madame Le Pen représente, elle a des points de vue qui sont très similaires aux nôtres sur la famille, l'immigration, la souveraineté, la spécificité nationale. Ce qu'elle représente, c'est très proche de ce que nous représentons. Mais bien sûr, il y a certaines variabilités. Moi, je viens Hongrie, elle est française. Donc très clairement, au-delà de ça, nous avons une très bonne relation, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une très bonne relation avec votre président aussi. Bernard-Henri Lévy, un axe, on voit une nouvelle Europe qui, en partie, on verra ce qui s'adonnera en juin, mais qui est en train de monter sous nos yeux. C'est pas une nouvelle Europe. Un axe, oui. Une internationale populiste et souvent brunâtre, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas encore la nouvelle Europe. Et je vous rappelle quand même, il y a la Hongrie, avec, je pense, un Orban vieillissant et en voie d'affaiblissement. Mais vous avez la Pologne, où les jumeaux d'Orban ont été battus par M. Tusk, qui a gagné les élections, qui fera son gouvernement, qui le fait. Voilà. Donc, c'est pas... pour l'instant... On ne sait pas dans quel sens l'histoire va pencher. De derniers sondages montrent que le Rassemblement national est, aux prochaines élections européennes, très loin devant, mais vraiment très très loin devant Renaissance, très loin devant tous les autres. Est-ce que ça vous inquiète?
Bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète depuis 40 ans. Le Front National. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même qu'il y a 40 ans? Bien sûr que ce n'est pas tout à fait le même. Mais il n'a pas non plus changé. L'ADN est le même, les fondamentaux sont les mêmes. Et puis après, comme ils ne sont pas totalement idiots, ils changent un peu avec le mouvement de l'histoire. Ils renoncent apparemment à la sortie de l'euro. Enfin, il y a des prudences, il y a peut-être aussi des changements. Mais fondamentalement, l'ADN du Rassemblement national et l'ADN du Front national est identique. Comment comprendre des avis loin du vôtre, y compris des gens tout à fait honorables, plus qu'honorables, comme Serge Klarsfeld, qui disent il y a un moment donné où si des gens du Rassemblement national évoluent, il faut les capter. Il n'y a pas de raison, au contraire, de vouloir les repousser. Les capter, ça veut dire quoi? S'ils évoluent dans un sens démocratique pleinement, pourquoi vouloir absolument continuer à les repousser? Mais pour l'instant, ils n'évoluent pas dans un sens démocratique. Soutenir Poutine aujourd'hui, c'est le contraire d'aller dans le sens de la démocratie, c'est vouloir l'affaiblissement de l'Europe, c'est vouloir le chaos à nos frontières, c'est tellement profondément anti-républicain. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous ne sommes pas dans le cas d'un vrai aggiornamento qui ferait que les gens du Rassemblement national seraient touchés par la grâce de la démocratie centriste. On en est très loin. Donc je pense que dans Serge Klarsfeld, puisque vous l'évoquez, je ne sais pas, est aveuglé peut-être par son optimisme, mais je crois qu'il se trompe. Le phénomène Bardella, parce qu'évidemment, en tout cas le phénomène du moment, comme tous les phénomènes politiques, on verra ce que ça durera, mais quand Bardella dit pourquoi pas être Premier ministre, Bardella n'a pas 30 ans. Est-ce que vous reconnaissez la réalité de ce phénomène politique de fait? Vous savez, les phénomènes ceci, phénomènes cela, ça c'est vraiment tellement le rythme le plus antidémocratique de la politique. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des tendances de fond. Il y a une tendance de fond, en effet, c'est qu'il y a un mouvement vers le populisme et vers le nationalisme extrême et vers la banalisation des thèses de l'extrême droite. Il y a une tendance de fond qui est la même chose à l'extrême gauche, qui est la banalisation d'une extrême gauche radicale, antisémite et également anti-occidentale. Et puis il y a une tendance de fond, une autre, qui est le fait qu'il y a, je crois, encore en France, des gens raisonnables qui ne veulent ni ça ni ça. Et qui veulent, en effet, qui sont attachés à la laïcité, à la République, à l'ancrage de notre pays dans l'Europe et l'Occident. On arrive quand même à un moment où, par un jeu démocratique tout à fait normal, une hypothèse serait que le Rassemblement national gagne assez les élections pour que Jordan Bardella soit Premier ministre. Est-ce que ça vous poserait un problème? Bien sûr que oui, ça me poserait un problème. Et ça me pose d'ailleurs un problème y compris philosophique, parce que ça veut dire quoi, ça? Qu'un parti non démocratique arrive au pouvoir par des moyens démocratiques, parce que c'est ça que vous dites. Et en effet, il arriverait par des moyens démocratiques. Bien, ça s'appelle l'illibéralisme. Et il y a une manière de concevoir la démocratie qui consiste à la réduire à un pur processus électoral et dont nous savons par l'histoire qu'il mène au pire. Mais qu'est-ce qui est encore antidémocratique au Rassemblement national, selon vous? Par exemple, leur conception de l'immigration, la brutalité avec laquelle ils abordent la question, l'idée même du repli derrière les frontières qui est antidémocratique parce que... Mais attendez, pourquoi pour la raison suivante. Les Japonais, on sait qu'il y a des peuples sur Terre, les Japonais c'est une très grande démocratie. Ils ont une politique migratoire très stricte. En Europe, la seule manière de discuter démocratiquement des grandes questions, les grandes questions c'est le climat, c'est le terrorisme, c'est la délinquance financière, c'est l'immigration, c'est ça les grands sujets. La seule manière d'en débattre démocratiquement, c'est l'Europe. L'agora d'aujourd'hui, c'est plus le village, c'est plus la ville, c'est plus la France, c'est l'Europe. Sinon, c'est du pipeau. Sinon, ce seraient des fausses discussions démocratiques qui laisseraient le pouvoir à des forces bien plus puissantes que les petits jouets
qu'auraient les États-nations revenus au souverainisme. Bernard-Henri Lévy, Donald Trump, il mène une campagne très efficace, un début de campagne très efficace. On assiste à des sondages, vous connaissez bien les États-Unis, y compris dans les swing states, où il obtient des résultats pour l'instant très convaincants. On sait très bien que c'est très long, que c'est très compliqué, tout est possible encore, mais de fait, objectivement, c'est ça. Est-ce qu'il est aujourd'hui le maître de tous ces milieux-là? Est-ce qu'il est le donneur du ton? Il est leur modèle. Et d'ailleurs, lors de son mandat, il avait un de ses conseillers, Steve Bannon, qu'il avait dépêché en Europe. Il était en mission, monsieur Steve Bannon, ancien de la Maison-Blanche, qui en était plus ou moins parti, mais qui avait quand même reçu cette mission, pour aller animer, encourager, financer, fédérer tous ces mouvements populistes européens qui se reconnaissaient en effet dans le paradigme trumpiste, bien sûr. Et est-ce qu'il a, s'il gagnait, ou s'il fait une très bonne campagne, déjà s'il fait une très bonne campagne, on sait à quel point ça va résonner en Europe, est-ce qu'il y a là comme une révolution? Ils sont partis des États-Unis, beaucoup de révolutions, dans les années 67, 68, révolution plutôt libérale, à d'autres moments révolution conservatrice, Reagan, Bush, etc. Est-ce qu'on vit un moment comme ça? Oui, évidemment que si Trump venait à être réélu, malgré tout ce que l'on sait, malgré l'affaiblissement considérable qu'il infligerait aux États-Unis, malgré toutes les décisions qu'il a annoncées qu'il prendrait aussitôt élu, notamment l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, ce serait dévastateur pour l'Occident. Comment est-ce que vous comprenez cette espèce de lien qu'il a avec Poutine ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs hypothèses. En effet, je connais un peu les États-Unis, j'entends ce qui s'y dit. Il y a l'hypothèse, il y a eu il y a quelques années une enquête très fouillée dans New Republic du directeur qui s'appelait Faure et qui établissait, je trouve, de manière assez convaincante le détail des liens financiers à l'époque de ces deux banqueroutes successives de Trump avec la Russie. Et puis, il y a aussi probablement des espèces de fraternité virile que, personnellement, je trouve obscènes, mais qui existent sûrement entre certains de ces leaders illibéraux, à commencer par Trump et Poutine. Puis on peut tout imaginer, j'en sais rien. Mais c'est vrai, Poutine n'en fait pas mystère, Poutine le dit. Il a un candidat, c'est Trump. Il a un espoir, c'est son retour à la Maison-Blanche. Il fait durer la guerre dans l'idée que Trump l'arrêtera à son bénéfice, à lui, Poutine. Donc, Trump est le candidat de Poutine. Il faut que les Américains le comprennent. Quand vous voyez Poutine à la conférence de presse d'hier, ce Poutine qui semble effectivement jouer le temps joue-t-il pour lui ? Non, je ne crois pas que le temps joue pour lui, parce que je crois que contrairement à ce que j'entends souvent, y compris sur votre plateau, je pense que la Russie ne cesse de s'affaiblir depuis le début de la guerre, d'une part, et je crois qu'elle n'est pas en train de gagner cette guerre. Voilà. Vous savez, les Ukrainiens n'ont pas réussi aussi bien leur contre-offensive qu'on pouvait l'espérer. Mais enfin, 2023 va s'achever. Les Russes, malgré leur puissance militaire, malgré les vagues humaines qu'ils lancent sur le front, n'ont pas gagné un village depuis le début 2023. Poutine peut fanfaronner. Sa flotte, qui était le joyau de son armée en mer Noire, a été soit détruite, soit aux abris, soit éloignée. Victoire éclatante des Russes. La Crimée est aujourd'hui à portée de canons ukrainiens. Donc, bien sûr qu'il peut plastronner devant des publics choisis, devant des citoyens soigneusement sélectionnés. Mais la réalité est là. La réalité, c'est qu'on fait la queue aujourd'hui à Moscou pour acheter des œufs, comme à l'époque de l'Union soviétique. La vérité, c'est que la monnaie russe, le rouble, a chuté et continue de chuter vertigineusement, malgré les contournements des sanctions. Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de sanctionner la Russie que le Zimbabwe. Mais la vérité, c'est que la Russie s'affaiblit de jour en jour. Est-ce que vous croyez au vertige de puissance tel qu'il osera toucher, mordre, tenter quelque chose, même contre l'OTAN? Darius Rochebin, avant même la guerre contre l'Ukraine, il y avait tous les mois
4 fois par an des violations de l'espace aérien d'un pays de l'OTAN par les avions russes, ça, y compris en France, y compris au-dessus de l'est de la France, c'est arrivé. Donc, depuis 10 ans, on ne veut pas l'entendre, mais depuis 10 ans, Poutine a un programme, c'est défier l'OTAN. A une idée, c'est provoquer le démembrement de l'Union européenne. A un ennemi, c'est l'Occident. Il le dit. On n'écoute pas ce que disent les dictateurs. L'idée de vengeance, ça l'anime ? Non, c'est pas la vengeance, c'est une idéologie construite. Je sais pas, c'est Hubert Védrine qui dit, et je suis jamais d'accord avec lui, mais sur ce point il a raison, que Poutine est un homme qui a lu, qui réfléchit, et il a une doctrine construite qui s'appelle l'Eurasie, qu'il oppose terme pour terme à l'Occident atlantiste. Et il consacrera ce qui lui reste de vie, comme il a consacré les 20 premières années de sa carrière, à faire aboutir ce programme, c'est-à-dire à nous détruire. Moi, j'étais là aux États-Unis, j'ai vu certains de ces congresswomen et men qui tiennent entre leurs mains le destin militaire de l'Ukraine. Et je vais leur présenter mon dernier film début janvier. Je n'ai cessé de leur dire 2 choses. 1, les Républicains, Ronald Reagan, s'il revenait sur Terre ou là où il est, il a honte de vous, premièrement. Et deuxièmement, Poutine vous est. Je suis allé sur Fox News, la chaîne... Pour vous, c'est le diable, ultra républicaine et trumpiste. Et j'ai dit ça au speaker Johnson. Poutine vous est. Vous êtes tout ce qu'il abhorre dans l'humanité. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy.